Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Bonjour à tous, bonjour Maxime, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio, vous écoutez Parlons Crypto. Comment vas-tu Maxime? Je te remercie de m'accompagner à nouveau cette semaine en remplacement de Thibaut. Salut Stéphane, merci beaucoup encore une fois. Et puis pour ceux qui nous écoutent la première fois, Parlons Crypto, c'est notre rendez-vous hebdomadaire dans lequel on parle crypto-monnaie et blockchain. Alors Maxime, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler de Web3 et on va parler d'NFT, mais sous un angle un petit peu particulier, ce qu'on appelle en crypto l'angle des builders, de ceux qui construisent, qui bâtissent en fait les fondations qui vont permettre à ce nouveau monde de se développer et à ces technologies de fructifier. Alors vous allez voir, c'est absolument passionnant parce que c'est vrai qu'on a tendance à zoomer sur les applications concrètes, mais rarement sur les fondations qui permettent à ces applications d'exister. Alors il faudra faire attention, Maxime, à ne pas rendre les choses trop techniques aujourd'hui. Non, c'est sûr que c'est un petit peu technique, mais on va faire en sorte de le simplifier pour nos auditeurs comme d'habitude. Bon, alors vous avez entendu parler du Bitcoin, de l'Ethereum et de l'émergence des cryptos et des NFT. Eh bien, Maxime et moi-même allons aujourd'hui décrypter pour vous cet univers passionnant. Alors passons donc au sujet du jour. On va parler des fondations du Web 3.0 et des NFT. Et pour parler de ce sujet qui vous semble encore abstrait pour la plupart d'entre vous, nous allons recevoir aujourd'hui Michael Canu, qui est le CEO et fondateur de Ternoa et qui aura, avec notre soutien bien sûr, la mission de vulgariser tout ça. Bonjour Michael. Bonjour Stéphane, salut Maxime. Bon, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, première question qui est un peu traditionnelle chez nous, est-ce que tu peux m'expliquer ton parcours et comment est-ce que tu es arrivé à cet univers de la blockchain et des cryptos? Parce qu'en fait, ce qu'on remarque dans cet univers, c'est qu'il est finalement assez nouveau, assez neuf et que vous venez tous d'univers qui sont très différents. Alors, oui, bonjour. Donc oui, je suis autodidacte. J'ai commencé, on va dire, à toucher à l'outil informatique très jeune, parce que c'était une passion. Mais mon cursus scolaire était totalement différent. Donc, j'ai fait quelque chose, on va dire, de très classique. J'ai pas un parcours, on va dire, scolaire très, très poussé. Donc, pour la petite histoire, je suis né au Havre, j'ai fait ma scolarité au Havre. J'étais à l'université au Havre. J'avais eu un parcours scolaire précédemment qui était pas ouf. Donc j'avais redoublé plusieurs classes, je suis arrivé déjà tard, donc j'avais une vingtaine d'années, on va dire, que je suis arrivé à l'université. Et donc, je suis parti très jeune au Japon, d'opportunités qui s'étaient présentées à moi. Donc, je suis parti au Japon dans les années 2000 pour travailler pour Carrefour. Donc, j'étais le sac à dos un petit peu, cette envie d'aventure, de découvrir un nouveau pays. Donc, je suis parti avec mon sac à dos au Japon. Sur place, j'ai eu la chance et l'opportunité de travailler pour Carrefour. Donc, c'était à l'époque où on avait encore des Carrefour au Japon. Je suis rentré chez Carrefour comme magasinier, parce que voilà, c'était le seul poste qu'il y avait. Et très rapidement, ils ont eu des soucis informatiques et j'ai eu la chance de les aider sur le logiciel P4. Il y avait des bugs pour la programmation des produits qui venaient en Europe. Donc, j'ai bidouillé le truc, j'ai aidé un petit peu à faire évoluer l'outil. Et très rapidement, ça m'a permis de montrer mes compétences dans ce domaine et déjà d'évoluer très jeune dans cet univers. La crise de 2000 arrivée, Carrefour avait des soucis au Japon, le modèle économique n'était pas forcément bon, quelques autres soucis, et donc ils ont fermé. Ils ont fait racheter par un groupe japonais. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de faire autre chose. Donc je suis parti dans une autre entreprise à Tokyo, Carrefour était à Osaka, et j'ai rejoint l'entreprise à Tokyo, où j'ai vraiment fait mes armes, on va dire, en tant que développeur. Donc c'était en 2003, 2004 de mémoire. Et j'ai eu ce que j'appelle mes 30 glorieuses sur place. On m'a donné ma chance en fait, de pouvoir devenir professionnel. Donc j'ai aidé une petite entreprise qui faisait des produits, qui faisait des imports d'Europe de produits de luxe pour les vendre sur le marché japonais. Et j'ai construit leur premier site qui a été une vraie réussite pour eux. Après, on a fait l'internationalisation. Donc on a vendu dans tous les pays du monde. Et 2007, donc la crise qui arrive, l'entreprise aussi, encore une fois, qui a du mal à vendre les produits. Je quitte l'entreprise parce que c'était le moment de la quitter et j'ai créé ma première structure au Japon en 2007. Donc cette structure, c'était de l'IT, bien sûr. Donc je faisais des sites internet pour tout type de clients. C'était à l'époque OS Commerce, c'était du PHP. Bon, c'était très loin de ce qu'on peut faire aujourd'hui maintenant. 2010, retour en France, où je continue mon activité de développeur. Je me suis positionné en tant que technicien parce que c'était le plus simple pour moi. Pas de marketing, c'était vraiment, j'allais voir les agences qui avaient des difficultés
à développer des produits ou des modules, ce qu'on appelait des modules à l'époque, des briques supplémentaires assez tech. Donc, je me suis positionné là-dessus. Et donc, j'ai accompagné les agences web en fait, à proposer des services un petit peu plus tech. J'ai fait ça pendant 5 ans, à peu près jusqu'en 2015. Et 2016, j'ai commencé à rentrer dans le milieu de la startup, donc dans l'immobilier, mais dans la startup. J'ai fait ça depuis 2016 jusqu'à 2020 à peu près. Et j'ai eu la chance de rentrer sur la partie blockchain, on va dire, en 2016. Fin 2016, où j'ai eu besoin de faire de smart contracts pour une entreprise, de connaître Solidity, commencer à découvrir un petit peu cet univers, et où je suis tombé accro de cette technologie. J'ai découvert vraiment tout cet univers. Donc c'est sur Ethereum au début, mais tout cet écosystème à peu près à ce moment-là. Une incroyable progression d'autodidacte. Alors vas-y, je te laisse terminer. Non, voilà, donc j'ai continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et Terre Noire, je peux peut-être basculer sur Terre Noire. Alors oui, parce qu'aujourd'hui, donc pour te présenter, tu es donc le CEO de Terre Noire et de Capsule Corp. Alors juste pour l'anecdote, moi je connais Terre Noire depuis des années. Parce que c'est un peu grâce à toi que je me suis intéressé à cet univers de la blockchain. Terre Noire est la première ICO à laquelle j'ai participé. Donc tu vas nous raconter l'histoire de Terre Noire et de Capsule Corp. Et c'est grâce à Terre Noire que j'ai pris conscience qu'on pouvait faire autre chose avec des bitcoins que se payer une Tesla ou qu'on pouvait avoir un autre usage des crypto-actifs que des usages de paiement. Et donc, je suis absolument ravi de te retrouver aujourd'hui et qu'on puisse avoir cet échange. Alors donc, aujourd'hui, CEO de Terre Noire et de Capsule Corp. Et donc, je veux bien effectivement que tu nous dises en 2 mots quelle est la différence entre ces 2 structures et surtout quel est leur rôle, parce que je trouve que le rôle de Terre Noire est absolument extraordinaire dans l'idée. Alors, Capsule Corp, c'est l'entreprise et Terre Noire, c'est la blockchain, tout simplement, en simplifiant. Alors, pour l'idée de Terre Noire, ça vient de très loin. L'idée a commencé à germer en 2012, pas sur la blockchain. J'ai eu la naissance de ma fille, accompagnée d'une perte d'un proche dans la famille, et j'ai eu cette réflexion de me dire comment je vais réussir, moi, à transmettre, parce que j'ai eu mes grands-parents n'ont pas réussi à transmettre d'informations pour des histoires de famille. Et donc, j'ai eu cette peur très, très humaine de me dire, mais si je pars aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais transmettre à mes enfants, à ma fille à cette époque-là. J'ai un fils maintenant, mais j'avais qu'une fille à cette époque. Et donc, l'idée est née de là. Et d'abord, sur Twitter, on retrouve le premier compte de Terre Noire en 2013 ou 2014, je crois, qui était sur votre version. Donc, à cette époque, j'ai créé un système avec des plugins de navigateur qui permettaient de transférer nos informations, d'essayer de les garder dans le temps en les chiffrant, en les coupant et les distribuant dans les navigateurs. La solution n'a pas fonctionné, forcément, c'était pas fait pour. On s'est retrouvé ses limites très rapidement. Puis ensuite, quelques années plus tard, j'ai essayé de le faire avec du peer-to-peer en torrent, tout simplement. Donc, de trouver un moyen qui permettait de distribuer pareil des fichiers, de les resynchroniser, de les régénérer, etc. Pareil, ça a fonctionné. C'était de la bricole, ça a fonctionné quelques mois, mais j'ai rien fait avec. Et puis, après cette rencontre avec la blockchain, très rapidement, en début 2018, début 2019, on refait le modèle sur Ethereum. Je suis plus tout seul, je suis accompagné de 2 personnes qui sont aujourd'hui parmi les 5 cofondateurs de Terre Noire. On se dit, voilà, il y a la blockchain, il y a Ethereum, essayons de le faire là-dessus. Et on a fait un peu, qu'on a travaillé dessus pendant 1 an, et on a fait cette erreur de ne pas créer la technologie, d'essayer d'utiliser ce qui existait, de le patcher pour le rendre compatible avec ce qu'on voulait faire. Ça n'a pas marché non plus. Et en 2000, on se dit, bon, ben voilà, là, on n'a plus d'autre solution, on va faire notre blockchain, on va trouver une solution qui va nous permettre d'une part de créer un outil qui permet de mettre nos informations et de les transmettre dans le temps. Donc la Terre Noire est née de ça. C'est absolument passionnant. On va rentrer dans le détail de ça, mais c'est donc l'idée de Terre Noire, si je résume, elle est en fait d'encapsuler une information, de la protéger, de faire en sorte qu'elle soit pérenne dans le temps, information qu'on va pouvoir retrouver sur la blockchain à un moment de donner dans le futur. Donc il y a cette idée d'aller projeter de l'information dans le futur, et on en reparlera tout à l'heure, mais j'avais pour rêve de pouvoir
paramétrer dans la blockchain, d'envoyer chaque année pour l'anniversaire de ma femme des roses, un bouquet de fleurs, un cadeau, et que tout ça soit fait automatiquement sans que j'ai plus à y penser. J'espère qu'elle écoute pas trop cette émission. Avant de rentrer plus dans le détail de Ternoa et de cette magnifique aventure, on a besoin, Maxime, peut-être de repréciser un certain nombre de concepts. Alors tout ça est basé autour de ce qu'on appelle le Web 3.0. Maxime, c'est quoi le Web 3.0 ? Alors, de manière très simple, en fait, on a cette notion de Web 3.0, ce qui veut dire qu'on a aussi forcément une génération du Web 1.0 et du Web 2.0. Donc la question, il s'agit de les définir. Et donc, le Web 1 ou le Web 1.0, c'est vraiment les premières itérations du Web et des sites Internet. C'est l'époque de Yahoo, d'AOL, ce genre de choses, où en fait, l'utilisateur accède à l'information, mais il ne fait que ça. Il ne peut que consulter et voir l'information. Il ne participe pas à la création. C'est ce que va apporter le Web 2 avec une partie des GAFAM, les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, où là, l'utilisateur, au lieu de simplement pouvoir consulter l'information, il va pouvoir créer du contenu et participer en fait à la création et donc à la diffusion d'informations. On voit ce qui se passe sur YouTube aujourd'hui, c'est un des médias principaux pour accéder à l'information, au même titre sur les autres réseaux sociaux. Ça, c'était le Web 1 et le Web 2. Et le Web 3, ce qu'il apporte en plus de la consultation, donc le Web 1, et la participation à la création du Web 2, il apporte l'aspect de propriété. Et l'aspect de propriété, c'est de pouvoir être propriétaire d'une information grâce à la blockchain, grâce aux crypto-monnaies et grâce aux NFT. Oui, alors c'est là où le projet de Ternoa prend tout son appui, c'est qu'effectivement cette information, on va en rester propriétaire et on va pouvoir la projeter dans le temps. Alors il faut peut-être au préalable, Michael, que tu nous redonnes une définition de ce qu'est un NFT. Parce qu'en fait, la façon dont Ternoa encapsule cette information, c'est de créer un NFT, et c'est de ce NFT que je vais rester propriétaire et que je vais pouvoir diffuser et projeter dans le temps. Oui, alors la définition du NFT est toujours compliquée à expliquer, surtout de façon vulgarisée. Il y a deux types, on va dire, vraiment pour simplifier, il y a deux types de tokens. Il y a les tokens fongibles et non fongibles. La différence, c'est qu'un token fongible, c'est les coins que vous avez habituellement. Les tokens, ils ont la même valeur, vous pouvez en échanger un contrat, ça a toujours la même valeur. Et le NFT, c'est un token qui a des propriétés uniques, qui le rend unique. Donc voilà, qu'on ne peut pas s'échanger de la même façon. Vraiment pour schématiser. Voilà, donc chaque NFT est différent, à la différence de chaque Bitcoin, par exemple, qui est semblable au Bitcoin qui a été émis dans la blockchain préalablement. Alors, pour pouvoir développer ce projet, Michael, tu as créé ta propre, ce qu'on appelle infrastructure blockchain. Alors, dernière définition, avant qu'on fasse une rapide coupure de pub, c'est quoi une infrastructure blockchain ? Alors, une infrastructure blockchain, c'est tout un écosystème, c'est un network, un réseau qui permet de faire, fonctionner cette blockchain. Donc, c'est composé de nœuds, de serveurs qui décentralisent des informations. Alors, on en était resté après une rapide définition de ce que c'est un projet, une infrastructure de blockchain, à essayer de comprendre quels étaient les avantages à développer son propre projet de blockchain. Maxime. C'est ça. En fait, aujourd'hui, il existe beaucoup de blockchain d'infrastructure ou d'infrastructures de blockchain comme Ethereum, comme Cosmos, comme Elrond, comme Near Protocol. Il y en a une bonne trentaine, je pense, au moins. Chez Ternoa, vous avez pris la décision de développer votre propre infrastructure. Aujourd'hui, la question que j'ai pour toi, Michael, c'est quels sont les avantages, mais surtout quels sont les challenges auxquels ça vous oblige à répondre, parce qu'encore une fois, créer une blockchain de plein pied, c'est un véritable chantier, et félicitations pour ça. Donc quels sont les avantages et quels sont vos challenges que vous avez rencontrés? Alors, pour revenir sur ce choix technique, en fait, on a étudié toutes ces possibilités techniques, en effet, de pouvoir créer cette blockchain. Donc, il y avait le choix du langage, la façon dont on souhaitait décentraliser, etc. Et en étudiant le marché, on a découvert Polkadot. Donc Polkadot qui se considère aujourd'hui comme un layer 0 et qui met à disposition ce qu'on peut appeler un framework qui s'appelle Substrate, qui permet pas de développer from scratch, justement, qui nous permet d'avoir une base sur laquelle on construit. Donc on a fait ce choix parce que cette base Substrate, elle est développée par des ingénieurs, par des centaines de personnes. Elle est testée, elle est auditée. Et donc on a cette base, ce socle, si tu veux, qui nous a évité de partir from scratch. Donc c'est un layer 1 de nouvelle génération et tu as énormément de blockchains aujourd'hui qui se basent. Alors Cosmos, c'est un petit peu la même chose. Et tu as énormément, si tu veux, de nouvelles blockchains qui utilisent ce type de socle pour développer. Ensuite, pourquoi on a choisi de le faire de cette façon-là? Parce qu'on avait des enjeux de sécurité, on avait des besoins techniques
qu'une blockchain ne pouvait, sur lesquels aucune blockchain ne pouvait répondre. Donc, on n'avait pas d'autre choix, si tu veux, que de développer ça. Un exemple simple, c'est aujourd'hui, par rapport à la façon où on va chiffrer les informations, les données, il nous fallait un système qui permettait de supporter certains types de hardware, et ça n'existait pas sur le marché. Ce choix nous a paru évident, si tu veux, quand on a développé le produit. Et alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de projets concrets sur lesquels vous travaillez sur cette blockchain de Terre Noire ? C'est-à-dire quels sont les clients qui vous sollicitent? Quels sont le genre de services que la blockchain est susceptible de rendre? Quel type de projet vous développez sur cette blockchain? Alors aujourd'hui, donc on a le mainnet qui a été lancé il y a quelques semaines. On l'a fait en plusieurs étapes. La prochaine étape permet la partie NFT, donc ça va apparaître dans 2 semaines, 3 semaines maximum. Et on a fait en sorte, donc, pour revenir un petit peu à notre façon de construire, de penser le Web3, donc on en parlait tout à l'heure, on a voulu permettre aux gens, aux développeurs qui n'avaient pas forcément de compétences justement pour développer des smart contracts, pour comprendre comment fonctionne la blockchain, de penser une blockchain orientée développeur, mais développeur JavaScript par exemple. Donc on a toute une suite d'outils, ce qu'on appelle des SDK, qui permet très simplement de minter, de transférer des NFT, de faire des auctions, de fractionniser les NFT, de les combiner. Bref, on a pensé un outil qui permet à n'importe quelle entreprise ou développeur de très rapidement pouvoir commencer à build de chez nous. Donc, dans les clients qu'on a, la blockchain en elle-même n'a pas de clients. On a un labs qui permet d'accompagner les gens qui souhaitent développer et créer des produits. On a de tout, quoi. On a des grands comptes, on a des jeux, on a des notaires, on a des médias, enfin, vraiment tous ceux qui souhaitent commencer à faire évoluer leurs produits, à utiliser un NFT, nous contactent et testent notre solution. Oui, parce qu'en fait, le NFT, ça peut avoir plein de formes. Ça peut être une œuvre d'art artistique, mais ça peut être la capsule temporaire de Terre Noire sur laquelle je voudrais qu'on revienne une seconde. Ça peut être une ordonnance pour un médecin. Ça peut être un acte de propriété pour un notaire. En fait, ça peut être n'importe quel document qu'on veut. Ça peut être un morceau de musique, ça peut être une vidéo. En fait, ça peut être n'importe quel fichier électronique que je veux graver de façon absolument immuable dans le temps sur la blockchain et retrouver dans l'avenir exactement tel qu'il a été créé. Et en plus, on peut y adjoindre des instructions qui sont inscrites dans ce NFT et qui vont me permettre de donner des instructions dans le futur. Par exemple, je veux que le 23 décembre 2022, un email soit adressé à telle personne avec telle instruction. Ça recouvre énormément de choses, le NFT. Alors nous, on s'est mis plus sur le côté utility NFT que les œuvres d'art. Donc en effet, nous, les NFT, on les voit comme, en effet, tu peux les voir comme une capsule dans laquelle tu peux mettre des informations, mais tu peux aussi les voir comme une clé qui te permet d'accéder à différents univers extérieurs, même dans le monde physique ou dans le monde digital. Donc dans les exemples qu'on a, tu peux avoir un NFT qui arrivé sur place avec une gestion de QR code, etc. te permet d'accéder à ouvrir une porte, à accéder à avoir un coupon, enfin tout ce que tu veux. Par rapport à la capsule, donc tu donnais l'exemple tout à l'heure. Donc dans la capsule, tu transformes un NFT en capsule. Donc petit passage aussi vers une solution technique qu'on a mis en place. Aujourd'hui, tu peux avoir ta collection sur OpenSea parce qu'on a voulu être compatible avec OpenSea, qui est la marketplace, on va dire, la plus utilisée et c'est incontournable quand tu fais du NFT que tu vas vendre une collection, de le faire par OpenSea. Et donc, on a fait un système de mirror qui permet de profiter d'une expérience, donc Web3, d'une expérience sur Terre Noire de la blockchain, de faire tout ce que tu veux au niveau des features, mais de garder les NFT sur OpenSea. Donc, on a créé, si tu veux, cette espèce de bridge qui est plus qu'un bridge, qui est vraiment un miroir, qui permet de profiter des deux environnements en même temps. Et la capsule, finalement, c'est un NFT, c'est comme une fusée dans laquelle tu as une fusée qui est le NFT, et à chaque fois que tu crées une information, on implémente dans ce NFT tout type d'information. D'accord. Et je voulais juste rajouter un petit point économique. Derrière Terre Noire, il y a une crypto-monnaie donc, qui s'appelle le CAPS. Est-ce que tu pourrais nous expliquer aujourd'hui quel est le rôle du CAPS dans l'écosystème, puisque, à mon sens, c'est un jeton central, mais l'idée de comprendre vraiment ces différentes implications. Alors, le CAPS, aujourd'hui, c'est le jeton qui va permettre de payer toutes les transactions qui sont effectuées sur la blockchain. Aujourd'hui, on a 400 nœuds en tout, donc 400 serveurs.
On a, je crois, au jour d'aujourd'hui, on doit avoir une vingtaine de validateurs. Et donc, on rémunère les gens qui décentralisent grâce à ce token, tout à fait. Donc, toutes ces dApps qui viennent chez nous et qui viennent utiliser notre technologie doivent utiliser du CAPS. Donc moi, si demain je veux créer un NFT sur Terre-Noire, il faut que j'achète du CAPS et je vais payer en CAPS le fait que vous encapsuliez mon information dans un NFT, quelle que soit la nature de l'information. Exactement. Donc quand tu vas créer un NFT, tu vas décider si tu veux qu'il soit décentralisé de façon simple. Donc, soit tu utilises simplement IPFS, qui est, on va dire, qui est aujourd'hui l'acteur majeur du stockage de fichiers pour les blockchains. Ou alors tu peux aussi, alors nous on ne s'occupe pas de la partie storage, de stockage, on utilise des services qui le font. Donc nous on est simplement cet outil qui permet d'aller copier et cloner les fichiers sur les différents services. Donc si tu le fais sur IPFS, c'est gratuit, donc tu as juste un petit frais de gaz à payer. Par contre, si tu souhaites avoir une copie supplémentaire sur Airwave ou sur n'importe quel type d'autres services qui proposent de l'hébergement de fichiers centralisés, tu as des costs en plus forcément pour qu'on puisse payer, nous, à notre tour, les serveurs qui vont décentraliser tes fichiers. Donc pour nos auditeurs qui connaissent un petit peu le fonctionnement de Bitcoin et d'Ethereum, si je comprends bien, au final, le CAPS agit aujourd'hui le CAPS agit sur Terre-Noire au même titre que ETH agit sur Ethereum et au même titre que le Bitcoin agit sur la blockchain Bitcoin, qui permet du coup de régir les transactions, de payer les validateurs et de valider ces transactions-là. Oui, c'est ça. Plus sur le modèle Ethereum, c'est du gaz, c'est exactement ça. Tout à fait, ok. Et donc ton business model aujourd'hui, il est double. Il est de facturer des honoraires de conseil avec Capsule Corp. Donc en fait, c'est l'entreprise que vous utilisez pour accompagner ces grands comptes que tu évoquais tout à l'heure dans l'élaboration pour eux de leur propre NFT. Et puis, j'imagine que y a aussi une économie qui s'articule autour du CAPS, qui est le jeton de Terre-Noire. Donc finalement, pour vous, un double business model en matière de rémunération des services de blockchain que vous offrez. Alors oui, moi je suis plus sur la partie blockchain où le modèle est uniquement autour du token. En fait, nous on croit au projet, on croit aux applications qui vont build dessus, et donc le succès viendra grâce à la prise de valeur du jeton et on sera récompensé par ça. C'est l'objectif vraiment de la blockchain. À côté de ça, donc, il n'y a pas vraiment de business model finalement, c'est le succès qui va te permettre de pouvoir débloquer tes jetons et qui prennent une valeur. Nous, les cofondateurs, pour te dire, on a bloqué les jetons pendant 5 ans parce qu'on savait que voilà, on avait ce challenge sur 5 ans avant d'être pouvoir récompensé. Et à côté de ça, on en a fait le Capsule Corp Labs qui, lui, accompagne les gens à utiliser notre blockchain. Et si je veux rentrer en contact avec Terre-Noire ou avec Capsule Corp, concrètement, je vous trouve où ? Sur Internet, terrenoire.com, vous avez toutes les informations, tous les liens. Et on est très connectés les uns avec les autres. Donc voilà, si vous demandez un message du Lab sur le site Terre-Noire, il sera transféré, il n'y a aucun souci. Bon, eh ben, je pense que c'est parfait comme conclusion. Il y aurait énormément à dire encore, mais malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Mika, merci beaucoup Maxime d'être venu partager votre expérience avec nous sur ce plateau. Et on se retrouve tous rapidement. Merci beaucoup Maxime de nous avoir accompagnés de ton éclairage sur ces sujets passionnants. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Parlons Crypto sur Sud Radio. Retrouvez-nous chaque semaine à l'antenne de Sud. Ici, nous essayons de comprendre comment et pourquoi tous ces projets de crypto et de blockchain vont changer notre monde. En attendant, vous pouvez retrouver Parlons Crypto en podcast sur le site de Sud Radio et évidemment sur les chaînes YouTube de Sud Radio et de Parlons Crypto, chaîne auxquelles vous n'oublierez évidemment pas de vous abonner. À la semaine prochaine, Maxime. À la semaine prochaine, Stéphane. Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Avec Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto.